Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe d'Ageso pour leur invitation pour participer ce soir et partager avec vous le résultat donc, de cette recherche qui s'inscrit, comme Isabelle Michalet l'a précisé, dans le cadre du projet Values, qui est un projet binational, mais qui s'inscrit aussi dans le cadre de ma résidence au Collégium de Lyon et donc en partenariat avec Ageso et l'UMR EVS. Donc, c'est dans ce contexte que je vous propose de partir sur les rives des cours d'eau du bassin versant de l'Usumacinta au Mexique et de connaître un peu les activités qui sont liées à l'extraction des sédiments. Et pour commencer avec deux premières images où vous pourrez apprécier des paysages un peu contrastants. Sur votre gauche, la partie haute du bassin versant et l'extraction des sédiments sur les rives. Et sur la partie, la photo de droite, où vous pourrez apprécier une extraction de sédiments réalisée par ce que j'appellerais les plongeurs de sable. Donc, en premier lieu, le bassin versant de l'Usumacinta. Donc, c'est un bassin qui s'étend sur un peu plus de 77 000 km². Le cours d'eau principal a approximativement une longueur de 1000 km, donc un peu plus de 350 km à l'intérieur du Guatemala, à peu près la même longueur qui sépare le Mexique du Guatemala, qui forme la frontière, et finalement la dernière partie du fleuve qui se dirige vers le nord et se jette dans le golfe du Mexique. Le bassin versant de l'Usumacinta, c'est un bassin qui on a beaucoup d'eau. Il y a des endroits où il pleut plus de 3000 millimètres par an. Et donc des cours d'eau, des zones humides. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que notamment, et en tout cas ce qui concerne l'Usumacinta, ces cours d'eau n'ont pas toujours le même nom. L'Usumacinta parfois s'appelle Usumacinta, surtout dans la partie mexicaine, mais ce n'est pas toujours le cas dans la partie guatémaltèque. Il s'agit d'un bassin versant transfrontalier. 55% de ce bassin versant se trouve au Guatemala, pardon. 44% au Mexique et moins d'1% se trouve sur le territoire d'un petit État qui s'appelle le Belize, qui se trouve à l'extrême droite de la diapositive ou à l'extrême est, la petite pointe. Et dans le cas du Mexique, on trouve 3 États fédérés, et le Chiapas dans la partie haute, et le Tabasco dans la partie moyenne du bassin, et finalement le Campeche, une petite portion dans la partie basse du bassin. Donc c'est un bassin versant trinational, transfrontalier, mais donc vous pouvez apprécier que la partie donc, du Belize est absolument minuscule et donc est pas du tout pertinente sur le plan politique. Ceci étant dit, dans la perspective de la coopération bilatérale entre le Mexique et le Guatemala, on ne trouve aucune coopération en matière d'eau partagée, malgré le fait qu'une importante partie de ce fleuve forme la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Donc, il s'agit aussi d'un fleuve international où la frontière fluviale est fixée en référence au chenal le plus profond, c'est-à-dire le Talweg. C'est un bassin versant qui est extrêmement rural. On n'y trouve guère de grandes villes importantes. Mais en particulier, c'est un bassin versant où on trouve un nombre important d'aires naturelles protégées. Sur cette diapositive à gauche, vous pourrez apprécier toutes les parties vertes
qui sont les différentes aires protégées du bassin versant, aussi bien du côté mexicain que du côté guatémaltèque, et qui sont distribuées en amont et en aval. Donc pourquoi y a-t-il des sédiments? Pourquoi le thème des sédiments était important dans le bassin versant de l'Usumacinta? Bon, vous me direz quelle question. Il y a des sédiments partout, mais il est important de mentionner que l'Usumacinta est un fleuve a priori ce qu'on peut appeler libre, enfin en tout cas les organisations non gouvernementales l'appellent un des seuls fleuves libres du Mexique, peu intervenu sur le plan hydraulique et qui ne possède qu'un seul barrage en amont qui se trouve au Guatemala. Euh, euh, et donc, c'est important pour la circulation des sédiments, malgré le fait que le thème des barrages sur l'Usumacinta est un terme de conflit récurrent, puisque le gouvernement mexicain a, depuis les années 60, un certain nombre de projets pour y installer de nombreux barrages. Donc, donc c'est un bassin versant important en ce qui concerne le transport des sédiments. Et en particulier, on trouve une importante accumulation de sable, en particulier dans la partie basse du bassin, dans l'état du Tabasco. Et comme vous pouvez le voir sur la photo qui se trouve à droite de l'écran, dans un certain nombre de rivières, dans la partie en amont et dans la partie moyenne de ce bassin versant, comme c'est le cas du lac Antoun. On observe aussi d'énormes fluctuations entre le débit des eaux, non seulement du fleuve Usumacinta, mais de ses différentes rivières, entre la saison sèche, qui se situe entre le mois de janvier et le mois d'avril, et la saison des pluies, entre le mois de mai et le mois d'octobre. Et donc, dès que les eaux baissent, on apprécie sur beaucoup des cours d'eau de l'Usumacinta ce que vous pouvez voir sur la photographie, c'est-à-dire d'énormes bancs de sable, d'énormes plages qui permettent que les acteurs puissent extraire les sédiments sur les rives et en particulier, comme nous allons le voir, dans certains cas aussi, dans le lit mineur du fleuve et des rivières. L'Usumacinta, ce sont aussi de forts courants, donc on y trouve des îles, des rives, des grandes plages qui sont appelées playón en espagnol. Le playón, pour beaucoup de villages, c'est aussi, au-delà d'une plage, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui a aussi une fonction sociale. On organise des fêtes en particulier. Et le bassin versant de l'Usumacinta, on y trouve aussi des méandres, un certain nombre de processus d'érosion et évidemment des crues fréquentes. Donc tout ceci permet d'avoir un certain nombre de sédiments tout au long du bassin versant. Donc le terrain sur lequel se base cette présentation, c'est un terrain qui s'est déroulé entre 2018 et 2020 sur 13 sites que nous avons visités, donc qui sont mentionnés. Je ne vais pas les détailler parce que ce serait très complexe. Je ne vous montrerai pas une carte où sont situés ces sites parce que on a un élément important de confidentialité qui était lié à deux raisons principales. La première, c'est la question de la sécurité de l'équipe de recherche, la sécurité des chercheurs, en particulier ceux qui se trouvent au Mexique. Puisqu'on le verra, c'est quand même une activité qui possède un certain nombre de conséquences en raison d'une certaine informalité et d'une certaine extra-légalité. Et d'autre part, c'est aussi la seconde raison de la confidentialité, c'est la confiance des personnes qui nous ont permis de partager avec elles leurs activités, de connaître
comment se déroule leur travail d'extraction des sédiments, etc. etc. Parmi ces 13 sites, ceux qui apparaissent dans la diapositive en bleu, ce sont des sites où nous avons en particulier pu observer un certain nombre de conflits. Donc vous verrez que en gros, on a travaillé sur les rives de deux rivières et du fleuve Usumacinta, dans certains villages, certains qui sont organisés de manière à l'intérieur du village et d'autres qui sont organisés avec d'autres villages. Nous avons aussi détecté, ce ne sont pas les seuls sites dans le bassin versant de Usumacinta où les sédiments sont extraits. Nous avons détecté 4 autres sites où nous aimerions, s'il est possible dans le futur, de continuer le travail de terrain. Et il est important de mentionner que la plupart des exploitations que nous avons visitées sont des exploitations principalement artisanales ou locales. Nous n'avons visité qu'une seule exploitation industrielle, il en existe d'autres, mais c'est assez compliqué pour les chercheurs de s'approcher de ces exploitations industrielles, puisque les chercheurs en sciences sociales nous posons beaucoup de questions et ceux-ci peuvent parfois être gênants. Nous avons aussi détecté des sites au Guatemala. Donc, ce travail de terrain est uniquement réalisé du côté mexicain, mais le Guatemala présente un certain nombre de problèmes de sécurité beaucoup plus importants que du côté du Mexique. Donc, nous n'avons pas visité ces sites sur la partie guatémaltèque du bassin versant. Donc, ce voyage que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage autour de 4 questions qui sont les travailleurs du sable, les areneros en espagnol, les pêcheurs, les plongeurs et les cueilleurs de sable, comment se déroule l'extraction, pourquoi extraire les sédiments et comment sont-ils organisés et comment font-ils face aux conflits. Alors tout d'abord, sédiments. La notion de sédiment est pratiquement totalement méconnue dans le bassin versant de l'Usumacinta. Lors d'une rencontre avec un pêcheur de sable, je lui demandais: avez-vous entendu parler des sédiments? Et la réponse était: mais quoi? Des quoi? Des sédiments. Et il m'a répondu: sédiments, là vous me laissez sans mots. Je ne sais vraiment pas ce que le mot veut dire. Sédiment, je ne sais pas. Une personne dont l'activité principale est donc l'extraction des sédiments. En effet, la notion de sédiment ne figure pas dans la loi des eaux nationales du Mexique et n'est pas utilisée par la Commission nationale de l'eau, qui est l'entité qui régule les concessions en matière d'extraction de sédiments. On parle davantage de matériaux pierreux et de matériaux de construction. Donc, le concept est un concept, disons, principalement scientifique et complètement méconnu des populations locales et même aussi des acteurs gouvernementaux. Alors, matériaux pierreux et de construction, cela correspond sans doute à l'appellation de granulat en français. On parle du sable, de gravier, de mélange de sable et de gravier, mais à l'échelle locale, on parle aussi de sable, de boue, d'argile, de glaise, de petits sables, de sable en poudre, de fange, de gravier. On parle même dans un endroit de crocodile et aussi d'alluvions. Qui sont ces travailleurs du sable? Alors, tous les tableaux que je vais présenter, je vais passer assez rapidement, c'était juste pour vous montrer quelques données un peu quantitatives par rapport aux résultats de travail de terrain. Simplement, je voudrais mentionner que la première colonne de chacun des tableaux, les pourcentages sont calculés en fonction du groupe de référence ou de la pratique de référence. Et la seconde colonne est un pourcentage qui est calculé en fonction des 13 sites de référence, hein, pour juste avoir un élément de comparaison à l'échelle de la pratique ou de l'élément de référence et aussi à l'échelle globale du travail de terrain. Donc, les travailleurs du sable, principalement, ce sont des hommes, c'est une activité masculine, donc, dont le groupe d'âge peut varier en fonction des sites. Ça dépend un peu de la manière dont est réalisée l'extraction. Pourquoi s'agit-il d'une activité masculine en particulier? Parce que c'est une activité
très dur physiquement, mais c'est aussi dû au fait qu'on se trouve dans une division genrée du travail où les femmes en général, sauf lorsqu'il s'agit de se déplacer pour aller d'un endroit à l'autre, n'utilisent pas le fleuve comme un endroit où elles développent une quelconque activité, au-delà des activités qui sont développées sur les rives du fleuve, par exemple le lavage des vêtements quand elles n'ont pas accès à l'eau potable à leur domicile, etc., etc. Donc on trouve une présence 100% masculine, qui est aussi due au fait que dans certains cas, les travailleurs du sable sont au départ des pêcheurs de poissons qui se sont convertis ou qui sont à la fois pêcheurs de poissons et pêcheurs de sable. Et donc, bon, qui réalisent ces deux activités. On peut diviser cet univers de travailleurs de sable en trois grands groupes. D'un côté, nous avons les plongeurs de sable, qui sont, comme vous le voyez sur cette photographie, des personnes donc, qui plongent sans aucun équipement, qui descendent, qui peuvent aller jusqu'à une profondeur de 9 mètres, en particulier sur ce site-là, lorsque le fleuve est en saison des pluies, donc le débit du fleuve est élevé, et qui utilisent des seaux ou des paniers pour récupérer les sédiments au fond du fleuve, le ramener sur une embarcation, généralement une barque de pêcheurs, ou dans certains autres cas des pirogues assez rudimentaires, et qui après les ramènent sur la rive. On trouve aussi les pêcheurs de sable. Alors les pêcheurs de sable réalisent leur activité en partant aussi sur le fleuve ou sur la rivière, et l'eau leur arrive à peu près à la poitrine. Donc ils sont en partie dans l'eau et ramassent le sable et le montent dans la barque. Et finalement, une troisième catégorie qui consiste donc, que je propose d'appeler les cueilleurs de sable, qui ramassent le sable sur les rives. Ça peut être fait de manière avec des brouettes, avec des pelles et dans un certain nombre de cas aussi, qui peut être une activité qui est mécanisée. Alors, lorsque les pêcheurs et plongeurs de sable se trouvent au milieu du fleuve ou de la rivière, ils ont besoin de ramener leur chargement sur les rives. Il s'agit de mettre les sédiments au sec, d'autant plus que sur ces cours d'eau, les crues peuvent surgir au cours de la nuit. Donc, il ne faut pas perdre la matière première. Et ils utilisent, comme je vous l'ai dit, des barques ou des pirogues. Par exemple, celle que vous apercevez sur la diapositive, la photographie de droite, est une pirogue qui est construite en contreplaqué et qui dure 3 mois. La durée du temps de la saison de l'extraction. En arrivant sur les rives, surtout lorsqu'il y a un dénivelé entre le niveau de l'eau et le niveau de l'endroit où il est possible de mettre le sédiment à sec, on utilise un système de poulies, parfois des chevaux qui aident à tirer les sédiments, puisque les sédiments sont très lourds. On utilise aussi des brouettes et dans un des cas, la remontée sur les rives se fait grâce à une invention qui a été une invention faite par un migrant hondurien. C'est un moteur de motocyclette qui permet de remonter le sédiment et un peu d'alléger l'activité de ces hommes qui sont plongeurs et
pêcheurs de sable. C'est important aussi de mentionner que vous pouvez apprécier sur certaines de ces photos pas mal d'érosion et dans certains cas, ce que j'appelle les arbres de Noël. C'est-à-dire que lorsque les eaux baissent, on retrouve un certain nombre de détritus qui parfois s'attachent, restent attachés sur les arbres comme si c'était un sapin de Noël et donc signe d'une certaine pollution. Au gré de la chaîne d'extraction, on rencontrera de nombreux acteurs, heu, certains qui sont présents tout au long de la chaîne d'extraction et d'autres qui apparaissent à certains moments clés. Donc, on parle de l'extraction des sédiments, le stockage, la commercialisation, c'est-à-dire vente et achat, parfois un système de donation ou d'apport ou d'échange dont je parlerai un peu plus tard, le transport, l'existence dans certains cas d'intermédiaires et de transformation des sédiments et finalement l'usager final. Donc, quels sont les acteurs de l'extraction? Principalement, on trouve donc ce groupe que j'ai décrit comme les travailleurs du sable, les pêcheurs, les plongeurs, les cueilleurs. Mais on trouve aussi un groupe important qui sont les personnes qui sont les opérateurs des machines. Principalement, ce sont des pelleteuses. Et aussi les ejidatarios, qui sont les titulaires de droits dans l'ejido. L'ejido est un système de tenure de la terre hérité de la révolution mexicaine, qui est une forme collective et sociale de tenure de la terre et qui est aussi une forme d'organisation sociale. Donc, je le mentionne et je le définis avec précision parce qu'on va voir que c'est un acteur important dans l'extraction des sédiments. Alors, quand on parle d'extraction des sédiments, on va voir qu'on a affaire à des réalités totalement contrastantes et aussi un certain nombre d'inégalités. Comme vous pouvez l'apprécier sur ces deux photographies au milieu, on est au même endroit et on va avoir d'un côté une petite entreprise qui peut extraire 1500 mètres cubes de sable en 6 heures et pas très loin, deux plongeurs artisanaux qui peuvent extraire 16 mètres cubes en 8 heures de travail. Donc on a un contraste très, très important qui concerne la quantité, mais pas simplement la quantité, puisque l'entreprise va vendre le sable à un moindre coût, donc il va être plus accessible pour la population, ça va représenter une concurrence pour les plongeurs de sable, et donc on va rencontrer un certain nombre d'inégalités. Mais les inégalités, ce sont aussi, c'est aussi l'existence d'une hiérarchie entre les travailleurs du sable. Ce n'est pas la même chose d'être un employé, d'être un membre d'une coopérative, d'être un membre d'un syndicat, et ce n'est pas la même chose si on est un plongeur ou si on est celui qui manie la pelle. Donc on va voir que c'est une activité assez diverse, marquée par une grande diversité et où on trouve un certain nombre de hiérarchies sociales et économiques. En ce qui concerne le stockage, de manière générale, ce sont surtout les riverains, les habitants des villages sur le bord du fleuve et des rivières qui vont participer de cette activité, suivie par les ejidatarios et par l'ejido en tant que forme d'organisation sociale. Alors, en ce qui concerne la vente des sédiments, il est important de mentionner que là aussi, on retrouve principalement comme acteurs les habitants, les riverains, et surtout, il me paraît très, très, très pertinent de souligner que dans les cas que nous avons visités, les ejidatarios n'ont pas le droit de vendre les sédiments, ne peuvent pas participer dans la commercialisation et dans la vente des sédiments, ne peuvent pas en retirer des revenus parce que l'ejido ne permet pas que cela se passe de cette manière. Voilà, donc
on voit l'importance de l'ERIDO en tant que forme d'organisation sociale dans la régulation locale. Alors le stockage peut avoir lieu dans des terrains collectifs, municipaux, dans les terrains de l'ERIDO, mais le stockage aussi peut se réaliser dans des espaces domestiques, dans certains endroits où les sédiments ne sont pas, on ne peut pas avoir accès aux sédiments tout au long de l'année, puisque le fleuve ou la rivière monte et donc il est impossible de pouvoir extraire les sédiments tout au long de l'année. On stocke le sédiment dans le patio de manière à pouvoir en disposer si nécessaire au cours de l'année. Je précise aussi que, par exemple, dans cette photographie, la maison que vous voyez, c'est une maison des paysans locaux. Donc, qu'on parle aussi de zones où il existe une importante pauvreté et où donc le rôle du sédiment permet, dans certains cas, que les populations locales aient accès à des constructions en dur. Alors, en ce qui concerne l'achat, qui achète les sédiments? Alors, les ejidatarios ne peuvent pas vendre, mais ils peuvent acheter les sédiments et ce sont principalement eux-mêmes et les riverains qui sont les acteurs qui achètent les sédiments. L'ejido peut aussi acheter les sédiments à un ejido voisin. Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'il existe d'autres manières de pouvoir avoir accès aux sédiments entre ejidos, c'est-à-dire à travers la donation. Donc un ejido peut décider de donner ses sédiments à un autre ejido en échange d'un quelconque autre service, infrastructure, etc., etc. Ou bien, dans certains cas, l'ejido apporte les sédiments lorsque le gouvernement construit ou arrange une route ou propose la construction d'un ouvrage public au bénéfice de l'ejido, c'est-à-dire un apport, une contrepartie, disons collective, à un ouvrage public. D'autre part, en ce qui concerne le transport, on peut apprécier que le transport des sédiments peut être individuel. On peut utiliser sa voiture pour le transporter, mais aussi le transport est organisé en particulier par les syndicats de transport. Alors, lorsque le sédiment est transformé, et vous apprécierez que ce n'est pas très souvent le cas, puisqu'on a rencontré très très peu d'acteurs qui utilisent le sédiment pour le transformer. Qui sont généralement c'est l'artisan local. Alors, vous pouvez apprécier sur cette photographie des briques très rudimentaires qui s'effritent d'ailleurs assez facilement. Donc, lorsque c'est le sédiment est utilisé pour la transformation, on trouve donc des artisans à l'échelle locale. Et en ce qui concerne les usagers finaux, donc on trouve quand même un nombre beaucoup plus important d'acteurs. Ce sont donc les habitants, les riverains, les ejidatarios et l'ejido en tant que forme d'organisation sociale. Notamment, on le voit sur cette photographie, lorsqu'il y a besoin de construire une salle, un terrain de basketball, etc., etc. Alors, l'extraction des sédiments au Mexique est régulée par la législation. Il faut avoir un titre de concession qui est octroyé par la Commission nationale de l'eau, la CONAGUA, sur la base d'une autorisation d'impact environnemental qui était octroyée par le ministère de l'Environnement, la Semarnat, à partir d'une manifestation d'impact environnemental que la personne qui désire extraire les sédiments ou la figure juridique demande donc à ce ministère. Tous les titres de concession sont enregistrés sur le registre public des droits de l'eau, le REPDA,
Et donc ça, c'est la partie, disons, formelle et légale de la question de la régulation de l'extraction des sédiments. La réalité est un peu plus différente, comme nous allons le voir. Nous avons visité 13 sites et nous avons pu observer que, de manière générale, on parle de 5 grandes formes d'organisation pour l'extraction des sédiments, parmi lesquelles l'éjido est la forme principale et déterminante pour comprendre cette activité, et suivi par les organisations qui sont spécifiquement dédiées à l'extraction des sédiments, comme les coopératives ou les syndicats de transport de sédiments, qui ont donc des camions spécialisés. Et finalement, l'organisation privée familiale sont plutôt minoritaires. Donc, quelles sont les finalités de l'extraction de manière générale? Prédomine l'autoconsommation. On trouve aussi donc bon, l'achat et la vente, et ce que je mentionnais, la contrepartie pour un ouvrage public, ou dans de nombreux cas, le stockage familial à moyen ou à long terme. Lorsque il est possible d'avoir accès aux sédiments, très souvent les gens le stockent en pensant que peut-être dans quelques mois, ils auront la possibilité d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir construire quelque chose en dur dans leur maison, ou d'engager une quelconque infrastructure familiale. Alors, parmi les travailleurs du sable, on trouve à peu près un tiers d'entre eux qui sont travailleurs du sable comme activité principale et qui commercialisent. Un autre tiers des travailleurs du sable, donc qu'il s'agit d'une activité secondaire et temporelle, c'est-à-dire au moment de la saison sèche. Ça dépend des endroits et des cours d'eau. Et finalement, dans un tiers des cas, il s'agit d'une activité complètement ponctuelle qui peut durer quelques jours, 2-3 semaines, et qui permettent d'avoir des revenus extra. Alors, les techniques d'extraction sont artisanales, comme je l'ai mentionné, mais aussi, dans un certain nombre de cas, et en particulier dans le cas des cueilleurs de sable, on parle d'une extraction qui utilise des machines, principalement des pelleteuses qui ramassent les sédiments sur les rives du fleuve et des rivières. Alors, en ce qui concerne les instruments formels, au-delà des 3 instruments principaux que j'ai mentionnés, les titres de concession, la manifestation d'impact environnemental et l'autorisation d'impact environnemental, nous avons trouvé 14 instruments qui ont à voir avec les concessions de transport public, les actes constitutifs de coopératives et de syndicats. Donc, on a une diversité d'instruments formels. Cependant, lorsque l'on compare avec les normes locales collectives, on se rend compte que la diversité et l'hétérogénéité est bien plus importante à l'échelle locale, d'autant plus que lorsqu'on observe sur les sites, les 13 sites, on se rend compte que seulement 23% des 13 sites ont des titres de concession, et 23% des sites ont des actes constitutifs de coopérative. Non. Donc, et ce sont les pourcentages les plus élevés. À l'échelle des normes locales, on se rend compte que les accords des assemblées des ejidos sont majoritaires en ce qui concerne la régulation de l'extraction des sédiments. On trouve aussi les autorisations de l'ejido,
Et dans certains cas, la personne qui désire extraire les sédiments doit réaliser une déclaration auprès de l'ejido. Donc l'ejido est vraiment une forme d'organisation sociale qui est importante au Mexique en général, mais qui dans le cas de l'extraction des sédiments dans le bassin versant de Usumacinta est absolument fondamentale pour comprendre les pratiques qui y sont développées. Et lorsque nous nous penchons sur les pratiques informelles, alors c'est là que l'univers se multiplie. On trouve en effet un univers d'informalité et on a pu dénombrer 42 pratiques informelles liées à l'extraction des sédiments qui va de l'absence de manifestation d'impact environnemental, de l'absence d'autorisation d'impact environnemental, des organisations qui ne sont pas enregistrées et aussi, en particulier sur 23% des 13 sites, apparemment une extraction supérieure au titre de concession, enfin, à la quantité qui est autorisée par le titre de concession, lorsque le titre de concession évidemment existe et comme on l'a vu, il n'existe pas dans la majorité des cas. Donc, malgré l'existence de normes, l'informalité de l'extraction prédomine pour diverses raisons. Déjà pour des raisons économiques, faire une manifestation d'impact environnemental, obtenir autorisation, avoir un titre de concession, ça représente des dépenses que de nombreux paysans ne peuvent pas se permettre. Il faut aller à la capitale de l'État fédéré en question, ce qui peut représenter des heures de déplacement. Ça requiert une complexité bureaucratique, mais aussi, il faut prendre en compte que pour les habitants, pour les ejidatarios, pour les travailleurs du sable, le sédiment est une ressource qui est considérée comme leur appartenant, malgré le fait qu'ils sachent très bien que la législation définit les sédiments comme un bien public dans la mesure où il fait partie de l'eau, c'est un composant de l'eau et que finalement, bon, selon la constitution mexicaine et la loi mexicaine des eaux, il s'agit d'un bien national. Que se passe-t-il avec les acteurs gouvernementaux ? Donc, la Commission nationale de l'eau est mentionnée. C'est l'acteur du gouvernement fédéral mexicain le plus mentionné sur les sites. Seulement, dans la plupart des cas, elle n'est pas présente sur place, c'est une référence, elle n'est pas sur le terrain, sauf en cas de conflit, ou parfois même, lorsqu'elle est présente, elle provoque les conflits. Donc, c'est un acteur qui n'a pas une présence. Il y a des endroits où on ne l'a jamais vu sur le terrain. Donc, mais c'est une référence importante. Le ministère de l'Environnement n'est jamais mentionné, alors qu'a priori, c'est celui qui octroie les autorisations d'impact environnemental. Et en ce qui concerne les maires, à l'échelle municipale, ils sont très présents, alors que légalement, ils n'ont absolument aucun rôle. Donc, ce que l'on va pouvoir observer sur le terrain, c'est que le maire donne des autorisations pour utiliser le playon, pour utiliser un certain nombre de situations, mais qui ne sont pas du tout considérées par la législation, parce qu'au Mexique, les rives des fleuves et des rivières appartiennent aussi à la nation et donc sont soumis à la loi des eaux nationales et donc toutes les autorisations sont octroyées par la Commission nationale de l'eau. Alors, qu'est-ce que l'on peut donc observer ? On peut observer qu'il y a une référence à la loi des eaux nationales, qu'il y a une connaissance d'une situation légale et formelle, mais que toutes les pratiques se déroulent en référence à cette réalité, mais entre le légal et l'informel, entre le domaine extralégal et l'informel, une importance primordiale
des accords collectifs, de l'EJIDO, de la coopérative, des syndicats, mais en particulier une prépondérance des règles locales qui nous permettent d'avoir une distribution de ces normes locales entre le formel et surtout une importance de ces normes locales du point de vue de la légitimité pour les populations locales, mais surtout pour les acteurs qui participent de ces activités d'extraction. Alors, par exemple, si nous allons voir le cas du site N, qui se trouve à l'embranchement, à la confluence de rivières. En 1919, il y a eu une importante sécheresse et donc le débit de la rivière a diminué. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a eu une extraction de sédiments. Il y a des pelleteuses qui sont venues au milieu de la rivière donc, pour récolter les sédiments, pour cueillir les sédiments. Et l'Assemblée de l'Ejido avait décidé que chaque famille avait le droit d'avoir accès à un camion de sédiments. Alors donc, bon, évidemment, les familles payent ce que représente l'extraction, mais ils ne payent pas le sédiment, ils payent le travail, ce que représente la dépense en essence, enfin, etc., etc. Non, ils payent la main-d'œuvre et les frais, mais le sédiment ne se vend pas en tant que tel. Donc, on trouve dans cet ejido un tas, chaque maison, un tas de sable ou de gravier. Et on nous a dit que c'était la seule activité qui était autorisée à ce moment-là. Simplement, notre observation a permis de mettre en évidence que sur ce site, il existait aussi une entreprise de transformation de sédiments, a priori commerciale. Nous n'avons pas beaucoup pu nous approcher. Et donc, ce qui permet de mettre en évidence un peu aussi ce jeu entre les normes locales et après cette étendue des possibilités entre les pratiques et les normes qui sont définies collectivement par l'Assemblée de l'Ejido. C'est un site aussi intéressant car notamment c'est un site où l'activité d'extraction des sédiments a subi les effets de la construction d'un ouvrage, d'un pont sur la rivière et qui nous paraît assez important parce que ça a eu des effets sur l'activité des cueilleurs de sable. Alors, pour approfondir un petit peu, les sédiments permettent de mettre en jeu certains éléments du politique et en premier lieu des aspects de pouvoir et de relations de pouvoir. Donc sur ce schéma, on peut mettre en évidence les relations entre la commune, la municipalité, la coopérative des sédiments, le rôle des plongeurs de sable et des travailleurs, notamment ceux qui travaillent avec la pelle, les ouvrages publics, la Commission nationale de l'eau et à un moment donné, l'apparition d'une entreprise d'extraction, d'une petite entreprise, donc extraction industrielle, qui à ce moment-là vient modifier ces relations et qui permet de mettre en évidence un certain nombre de relations de pouvoir, d'autant plus que cette entreprise est associée avec le maire de la commune, maire qui est à la fois lié à l'entreprise, qui est aussi un grand propriétaire terrien, qui a des propriétés sur les rives, qui est associé à une famille, à un parti politique, et donc à des élections, partis politiques et élections qui sont liées aux ouvrages publics, qui sont aussi en relation avec l'entreprise du monsieur, et qui évidemment permettent d'alimenter l'activité économique, industrielle des sablières de ce personnage. Donc on parle du politique dans le sens où il existe du clientélisme et aussi de ce qu'on appelle le caciquisme, c'est-à-dire le surgissement d'un certain nombre de relations
politique et économique autour d'un personnage central, un personnage qui a du pouvoir politique, économique, qui a des terres, mais qui aussi est l'industriel du village. Quelles sont les conséquences pour l'environnement de cette activité? Donc, il n'y a pas d'études. Il y a très peu d'études sur les sédiments de l'Usumacinta en général. Et donc, bon, c'est difficile d'avoir des données techniques. Donc là, je vais vous parler un peu des perceptions, enfin des perceptions, des représentations à l'échelle locale. Alors, de manière générale, on considère que l'extraction des sédiments, au Mexique en général, est une activité positive. C'est une activité qui permet d'éviter les inondations. Et j'ai révisé toutes les autorisations d'impact environnemental et les manifestations d'impact environnemental de l'Usumacinta. Et dans tous les cas, il est noté que l'extraction des sédiments est une activité positive dans la mesure où il permet d'éviter les inondations pour les populations. Donc, c'est aussi, c'est pas simplement un discours des populations locales, un discours des travailleurs du sable ou des industriels, c'est aussi un discours du gouvernement et en particulier du ministère de l'Environnement que de retirer les sédiments, de draguer les sédiments du fleuve est quelque chose de positif pour l'environnement. Et en effet, dans la plupart des cas, les acteurs, qu'ils soient travailleurs du sable ou habitants, en général, expriment que c'est une activité qui n'a aucun effet dans la mesure où les sédiments sont inépuisables. Et donc, un plongeur de sable nous confiait en avril 2019, le fleuve produit le sable de l'intérieur. Il surgit car il se régénère tout seul grâce au courant. Donc, c'est cette idée de ressources inépuisables qui surgit presque magiquement du fond du fleuve ou de la rivière. C'est une source intarissable, le sédiment. Donc, effectivement, ce que les personnes observent, c'est qu'il y a un renouvellement annuel des bancs de sable, qui soient situés sur les rives ou qui soient situés à l'intérieur, dans le lit mineur du fleuve ou de la rivière. Cependant, malgré cette insistance sur le fait qu'il n'y a aucun changement, les les plongeurs de sable disent que parfois, le banc de sable il est plus petit, il y en a de moins en moins, il faut aller plonger plus au fond, ou alors il s'est un peu déplacé, etc. etc. Donc, il y a quand même une perception de léger changement, et dans quelques-uns des cas, on peut observer que, notamment sur cette photographie à gauche, la formation d'une petite île, et plusieurs interlocuteurs nous ont même amenés pour aller voir l'île et pour nous dire cette île est apparue à partir du moment où l'entreprise a commencé à extraire les sédiments. Donc finalement, il existe une perception de conséquences pour l'environnement, même si dans la plupart des cas, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de celui d'en face, du village en face, du village à côté, de l'industriel, et seul lui et ses pratiques d'extraction des sédiments ont des effets sur l'environnement. Alors, donc, bon, un autre témoignage qui nous permet de mettre en évidence cette perception inépuisable de la ressource sédimentaire. Donc, bon, on est sur un site où c'est une île de sédiments. Et donc, ce pêcheur de sable nous dit la superficie est étendue, la plage est grande, 2 km de long et 500 mètres de large. Les matériaux sont dans l'eau et tu peux aller ici ou là. Il y a de la place pour tout le monde et c'est infini. L'avantage de ce fleuve quand il déborde, c'est qu'il apporte des quantités énormes de matériaux, des quantités de sable et beaucoup de gravier. Mais pas seulement des pierres. Dieu envoie plein de poissons grâce à l'eau. Donc évidemment, bon là, on est dans une dimension qui n'a
plus rien à voir ni avec la géomorphologie, ni avec l'eau et ni avec le politique, mais qui est aussi lié bon, à cette idée où il y a une puissance divine qui pourvoit à la disponibilité des sédiments. Alors finalement, on a parlé d'organisation sociale. Donc, bon, c'est important de mettre en évidence que les pratiques locales ont donc d'extraction des sédiments ont donc un lien avec l'organisation sociale, la tenue à la propriété de la terre, évidemment les besoins économiques à l'échelle locale. On parle d'un bassin versant principalement rural où il y a énormément de pauvreté et les relations de pouvoir et des inégalités. C'est un phénomène complexe, hétérogène, qui dépend donc des conditions locales, qui est ancré dans les conditions locales, dans les formes d'organisation locale, qui dépend aussi des acteurs qui sont présents, mais aussi des différents points de vue de ces acteurs vis-à-vis de cette activité. Alors, à l'échelle internationale, il y a de plus en plus de publications scientifiques, mais aussi des publications dans la presse. Il y a aussi beaucoup de documentaires sur l'extraction des sédiments et sur le problème qui est en train de devenir bon, un problème international qui provoque de nombreux conflits et qui aussi, dans certains cas, est associé à la criminalité. Qu'en est-il en Usumacinta? Donc, je vous disais, dans certains sites, nous avons pu observer un certain nombre de conflits, même s'il ne s'agit pas de la majorité des sites. Et il est important de mettre en évidence, notamment le 14 juin 2019, sur un des sites, c'est pas un des sites où l'équipe de la tâche 5 du projet a travaillé, mais où d'autres collègues y sont allés à un moment donné, où un défenseur de l'environnement a été assassiné justement car il dénonçait la problématique de l'extraction irrégulière des sédiments de l'Usumacinta. Donc, on commence à observer un certain nombre de situations préoccupantes dans le cas de l'extraction des sédiments de l'Usumacinta. Alors, pour conclure, alors je voudrais rappeler que dans des présentations antérieures, j'avais présenté avec un certain nombre de détails le travail qu'on avait fait autour des titres de concession, qui permettait de mettre en évidence qu'il y a une différence assez significative entre qui extrait les sédiments en amont, au Chiapas, et qui extrait les sédiments au Tabasco. En gros, au Chiapas, on a plus des artisans et donc là, les données terrain mettent en évidence l'importance de l'équido en tant que forme d'organisation sociale et en aval où on trouve un peu plus d'entreprises industrielles, mais bon, on trouve aussi des artisans. Ce que le terrain permet de mettre en évidence, c'est que la réalité complexe de terrain, les pratiques d'extraction sont bien plus hétérogènes. La diversité est énorme, les acteurs peuvent être divers et les pratiques aussi sont très différentes. L'information publique à laquelle on peut avoir accès est donc incomplète. La réalité de terrain, et c'est de là l'importance du travail de terrain auprès des acteurs qui permet de mettre en évidence cette diversité, cette hétérogénéité. Et donc, on ne peut pas, à partir de cette information publique, penser une gestion durable des sédiments dans le bassin versant de l'Usumacinta et à l'échelle des sous-bassins, puisqu'elle est complètement incomplète. Elle ne peut pas nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe au sujet de l'extraction des sédiments. Donc, les pratiques locales sont extrêmement diverses, elles sont extrêmement dynamiques aussi, et elles se trouvent au croisement des domaines formels. Alors, le légal, c'est toujours la référence, hein,
Mais c'est le point de départ. La réalité, les pratiques sont complètement entrecroisées dans une série d'éléments de pluralisme légal et de formes d'organisation sociale locale. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que donc, les sédiments sont étudiés traditionnellement par des disciplines des sciences de la nature, des ingénieries, mais qu'il est important d'avoir une compréhension sociale, politique et juridique des sédiments dans une perspective de leur gestion durable. Qu'effectivement, bon, il y a une importance des sédiments dans les systèmes socio-écologiques, mais que cette importance doit prendre en compte les aspects juridiques, mais surtout, dans le cas de l'Usumacinta, les pratiques locales, leurs liens et les relations de ces pratiques locales avec les dynamiques politiques. Comme je vous disais, l'Usumacinta, on n'a guère d'études techniques existantes. On ne peut pas vous dire combien quel est le volume des sédiments, comment cela s'est modifié, etc., etc. Nous n'avons pas ces données-là. Il est important à l'échelle du Mexique de promouvoir une perspective ouverte sur le plan juridique et politique, au-delà d'une loi des eaux nationales qui est non appliquée et qui est inapplicable dans la plupart des cas, mais aussi avoir une perspective qui prenne en compte les points de vue locaux qui, comme je l'ai mentionné, ont du mal à reconnaître les impacts de cette activité sur le plan environnemental. Dans d'autres pays, la crise des sédiments est actuellement sous les projecteurs. Ce n'est pas encore le cas de l'Usumacinta, mais on trouve dès maintenant un certain nombre d'éléments de préoccupation en ce qui concerne les conflits, la violence, etc. Finalement, pour terminer, je voudrais vous montrer juste quelques photos qui permettent de mettre en contexte donc l'extraction des sédiments que j'ai trouvé dans le cas de la Garonne à Toulouse, au début du siècle, au début du XXe siècle, versus les activités que l'on trouve aujourd'hui sur l'Usumacinta. Donc, bon, c'est une activité qui peut être observée à l'Usumacinta, mais qui était une activité qui à un moment donné existait ici en France. Et donc, bon, avec sans doute un certain nombre d'éléments de similitude, mais aussi beaucoup de différences, en particulier sur les formes d'organisation sociale et les aspects culturels et climatiques, évidemment.